Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité. Je remercie Madame Hamadi ainsi que les organisateurs pour cette journée. Alors, permettez-moi de vous présenter la place du jeune expert dans le diagnostic des tuberculoses pulmonaires et extrapulmonaires avec des cas réels qu'on a diagnostiqués au CHU Bnimsous. Il faut savoir que le diagnostic de la tuberculose reste un défi quotidien dans notre laboratoire de microbiologie. Les méthodes conventionnelles utilisées présentent des limites bien reconnues, notamment la bacilloscopie qui est bien accessible, rapide, mais malheureusement de faible sensibilité, surtout dans les cas des tuberculoses polybacillaires. Alors, les techniques de culture, c'est des techniques de référence, bien sensibles, mais incompatibles avec une prise en charge rapide. Le test GenExpert a révolutionné le diagnostic de la tuberculose pulmonaire, surtout dans les pays à forte endémicité comme le nôtre. Pour son excellente sensibilité, sa rapidité de réponse en moins de 2 heures, sa spécificité, alors c'est une PCR temps réel M tuberculosis, donc on sait que c'est M tuberculosis, et sa détection simultanée à la résistance, ça nous permet également d'avoir très rapidement une réponse sur la résistance à la rifampicine. Et bien sûr, nous aussi, en tant que microbiologistes, ça nous permet de nous sécuriser dans notre laboratoire quand on manipule du BK. Il faut savoir que ce test GenExpert est recommandé actuellement par l'OMS comme outil de diagnostic initial, même dans des pays à ressources limitées, pour ses performances analytiques, pour la réduction des délais de réponse et pour avoir aussi une réponse rapide sur l'efficacité du traitement. L'objectif de la présentation, c'est de vous présenter très brièvement les deux tests. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 tests GenExpert qui sont applicables dans le cadre de la tuberculose. Préciser dans notre laboratoire comment on utilise ces tests dans notre démarche diagnostique, déterminer aussi, vous donner quelques chiffres dans notre labo, mais surtout vous illustrer des cas réels, comment on utilise et qu'est-ce qu'ils apportent ces tests GenExpert, et rapporter éventuellement, comme toute technique, il y a des avantages et bien sûr des limites. Alors les tests GenExpert, les voici. Le premier, celui que vous connaissez tous, c'est le GenExpert NTBRIF Ultra. Alors, il est beaucoup plus sensible que celui, il y avait un test de première génération, ça détecte très bien, donc il est très sensible avec un seuil de détection beaucoup plus bas que ceux de première génération, et en plus, un intérêt supplémentaire, c'est qu'il est semi-quantitatif, il vous permet de différencier les cas en high, medium, low et trace. Alors là, je vous montre les cas qu'on pourrait avoir avec ce GenExpert. Alors, il détecte aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il détecte simultanément la résistance à l'ARIF, qui est un antibiotique, un antituberculeux pilier dans le traitement de la tuberculose, et ça détecte plus de 95% des cas de résistance, donc c'est un test assez robuste pour la résistance à l'ARIF. Il s'agit d'un antibiogramme moléculaire, c'est-à-dire qui va détecter une mutation, et ça ne remplace pas un antibiogramme phénotypique. Alors, c'est pour cela que même si on a une résistance à la RIF détectée par ce test, il ne remplacera pas un antibiogramme fait en parallèle. Alors, le deuxième test, c'est un test MTB-XDR qui est utilisé uniquement si vous avez un test MTB-RIF Ultra qui est résistant à la RIF. C'est-à-dire qu'il viendra en deuxième position. Qu'est-ce qu'il apporte ce test? En fait, ce test, c'est un antibiogramme moléculaire, c'est-à-dire qu'il vous permettra d'avoir une réponse sur les mutations qui viennent d'être présentées, notamment à l'isoniazide, au fluoroquinolone, aux aminosides et à l'éthionamide. Même chose, il ne remplace pas l'antibiogramme phénotypique. Alors, vous voyez, une réponse pour le premier test, vous avez résistance à la RIF. C'est uniquement quand vous aurez ce genre de test que le deuxième test sera indiqué et ça vous permettra de détecter les autres tests, pour les autres molécules, désolé. Alors, le test du GenExpert dans notre laboratoire, la tuberculose pulmonaire, donc une expectoration, une aspiration bronchique, elle est un tubage gastrique. Alors, on lance des bacilloscopies pour les pulmonaires et pour les extrapulmonaires, on lance systématiquement une culture solide, Lowenstein et liquide MGIT. La place du GenExpert dans tout ça. Alors, pardon, excusez-moi. La régie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut couper le son de... les personnes qui sont connectées, de couper leur micro, s'il vous plaît. Merci. Pour la place du GenExpert, dans notre laboratoire, on le lance à chaque fois qu'il y a un argumentaire clinique, c'est-à-dire que le clinicien nous demande spécifiquement pour tel patient qui est en errance diagnostique de faire un GenExpert. Mais nous-mêmes, nous pouvons prendre l'initiative de lancer un GenExpert quand on a des bacilloscopies possibles
en doute du diagnostic. Donc là aussi, il a une place. Ça nous permet de rendre très rapidement au clinicien, non, il y a une résistance à la RIF, attention, MDR, il nous a très précocement, vous allez le voir. RIF-R, enfin mutation de la résistance à la. Alors pour les taux de positivité, pour vous donner quelques chiffres, je suis jusqu'au 31 décembre, nous avons eu presque 9000 prélèvements. Sur ces 9000, alors vous voyez que contrairement à ce qui a été présenté par le professeur Ali Halassa ce matin, au laboratoire central, nous recevons beaucoup plus de prélèvements pulmonaires qu'extra-pulmonaires, parce que nous avons 3 services de pneumo, et il faut savoir que dans ces prélèvements, dans la majorité des cas, nous recevons 3 à 5 prélèvements par patient. Dans les extra-pulmonaires, à peu près 2000. Alors, impossible. Alors, vous voyez qu'avec le nombre de prélèvements reçus dans notre service, il est impossible de systématiser les tests pour chaque patient. Alors, on priorise quand on a des discordances clinico-biologiques, suspicion de tuberculose MDR ou de rechute, systématique lorsque les tests conventionnels sont positifs pour screening de la tuberculose MDR et urgence diagnostique, tuberculose pulmonaire ou extra-pulmonaire dans les formes graves. Alors, si on compare les tuberculoses pulmonaires et extra-pulmonaires, vous voyez que notre gène expert a été positif dans 10% des cas, que les taux de positivité ont été retrouvés surtout sur des expectorations, mais également sur du tubage gastrique, des aspirations bronchiques et des lavages broncho-alvéolaires. Dans les extra-pulmonaires, on a eu un taux de positivité de 30%. Alors, ça paraît faible, mais ça a apporté dans certains cas très anecdotiques, notamment ça apporte énormément dans les suspicions de méningite tuberculeuse. On arrive à donner une réponse très rapidement. On a eu un liquide acide. On a eu bien sûr des adénopathies, des liquides pleuraux, on reçoit beaucoup de liquides pleuraux au laboratoire central. On a eu aussi dans d'autres sites. Alors, illustration par des cas réels, alors nous y voilà. Alors, je vous présente un premier cas qui est assez banal. Alors, c'est un homme de 49 ans qui consulte en pneumologie pour toux persistante, amaigrissement sur nocturne. La radio thoracique objective une monopacité cavitaire à l'apex droit évoquant une infection spécifique. Donc là, c'est assez typique. Des expectorations nous ont été adressées, bacilloscopie et tests moléculaires. Alors la bacilloscopie, elle faisait peur. Alors vous voyez qu'ici, on a plus vraiment, c'était bourré de barres. Là, il n'y a aucun doute diagnostique, c'est bien une tuberculose. Et attention, c'est un patient très contaminant. Donc là, on l'a appelé vraiment dans la minute qui a suivi l'observation de cette microscopie pour dire attention, ce patient est très contaminant, très bacillifère. Un test expert, alors on lance, quel que soit quand on a une positivité, même en bacilloscopie, on lance un gène expert, on se dit, et si jamais c'est une résistance à la RIF. Donc on préfère savoir très rapidement si on n'a pas affaire à une tuberculose MDR, et là, fort heureusement, ce n'était pas le cas. Et donc, une culture, alors on lance aussi systématiquement les cultures, ils se sont positivés très rapidement. Vous voyez J12 en milieu liquide, on le lance aussi en milieu solide pour envoyer au LNR. Et il faut savoir que depuis décembre 2025, nous lançons systématiquement des antibiogrammes sur MGIT pour vérifier la sensibilité aux antituberculeux. Et on envoie systématiquement les milieux solides au LNR pour un antibiogramme. On préfère savoir ce qui se passe. Alors, deuxième cas clinique, c'est un homme de 19 ans aux antécédents de tuberculose pulmonaire à microscopie positive en mars 2025. Donc, ça a été diagnostiqué en dehors de notre CHU et qui a été mis sous traitement de première ligne, qui revient toujours positif sur une bacilloscopie de contrôle réalisée à la fin du traitement. Alors là, vous voyez, c'est une forte suspicion de tuberculose MDR. Alors, il y a vraiment, là, c'est vraiment l'indication de faire un gène expert et un antibiogramme. Alors, le gène expert, 1h30 plus tard, nous montre effectivement qu'il s'agit d'une résistance, en tout cas une mutation de la résistance à la rifampicine a été détectée. Indication du deuxième test. Donc, on lance dans l'heure qui suit le deuxième gène expert, MTB-XDR, qui 2 heures plus tard nous confirme qu'il s'agit bien d'une MDR avec une mutation de résistance à l'INH détectée et à l'éthionamide. Donc, confirmation très rapide d'une tuberculose MDR. Alors, vous voyez ici que nous avons répondu à peu près 3 heures, ce qu'un diagnostic classique aurait été fait en 42 jours. Alors, pour le troisième cas, c'est une femme de 48 ans, hospitalisée en néphrologie, qui présente des signes évocateurs de tuberculose sueur nocturne. Cette patiente a bénéficié de 3 bacilloscopies sur expectoration, revenant toutes les 3 négatives. Alors, un LBA est alors adressé pour bacilloscopie, on retente une dernière fois, un test gène expert, MTB RIF Ultra, et des cultures sur milieu MJT et solide. Alors, sur la bacilloscopie, rien, 0 bar par 300 champs, et le gène expert montre ce profil qui est assez atypique et qui un petit peu nous frustre, c'est MTB à l'état de trace et la résistance à la RIF qui est indéterminée. En fait, quand on détecte des traces d'ADN de M tuberculosis,
on est un petit peu dans une zone grise. Et ici, c'est vraiment une suspicion d'une tuberculose paucibacillaire. Alors, les cliniciens décident de mettre la patiente sous traitement au vu des forts arguments cliniques. Et la culture, vous voyez, elle s'est positivée sur MJT à J22. Donc, vous voyez que dans certains cas, même si le gène expert permet, en termes de rapidité, de gagner plusieurs jours, la culture reste gold standard et on a une positivité aussi bien en milieu liquide qu'en milieu solide. Quatrième cas, alors c'est un homme de 75 ans qui est admis en pneumologie pour suspicion d'une tuberculose pulmonaire. Il présente des douleurs thoraciques, perte de poids, dyspnée, patient sous corticothérapie au long cours, maladie de système. Une bacilloscopie est demandée sur expectoration, tubage gastrique et aspiration bronchique. Donc là, on reçoit une panoplie de prélèvements à 3 dates différentes, revenant toutes les 3 positives à la microscopie. C'est 5 barres par champ. Indication d'un test gène expert, on le fait, je vous ai dit, on le fait systématiquement. Et là, surprise. Le test gène expert revient négatif. Alors, comment expliquer que tout soit positif alors que le gène expert est négatif? Alors là, c'est suspicion d'une mycobactérie atypique. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre culture qui revient positive à J17, on fait un contrôle ZIL à partir de la culture liquide qui revient positif, c'est vraiment des barres, mais le test de confirmation d'identification, le test MPT64, revient négatif pour le complexe tuberculosis. Donc là, il y a vraiment une forte suspicion d'une mycobactérie atypique. Et vous voyez comment on arrive à positionner tous ces tests ensemble pour voir un tuberculosis et discriminer les mycobactéries atypiques. On a envoyé la culture au LNR pour une identification complète. Alors, 5e cas, alors c'est une jeune femme de 23 ans qui présente un tableau de fièvre et sueur nocturne, amaigrissement, douleur thoracique, sans toux ni expectoration. Donc là, on a beau essayer d'avoir des crachats, c'est pas fameux. Alors, TDM est en faveur d'une pneumopathie excavée gauche associée à un infiltrant macronodulaire et des adénopathies médiastinales compatibles à une infection spécifique. La patiente a été admise en pneumologie pour exploration et documentation bactériologique. Bacilloscopie, rien du tout, 0 barre par 300 champs. Le gène expert, MTB-RIF ultra, absence de détection de M. tuberculosis. Donc, même le gène expert n'a rien montré, on connaît bien la patiente, on a essayé de refaire une deuxième fois, rien. 2 tubages gastriques sont effectués, lesquels reviennent tous les 2 négatifs en bacilloscopie. Un autre gène expert est tenté qui revient négatif. Les cultures des tubages gastriques se sont positivées sur MJT à 38 jours. Donc, il a fallu attendre vraiment la fin, c'est jusqu'à 42 jours. Et à partir du milieu MJT, nous avons réalisé un contrôle ZIL qui est revenu positif et un MPT64 et c'était vraiment du tuberculosis. C'est juste pour vous dire, attention, dans certains cas, on dit que le gène expert a une sensibilité de 94 à 98%, il n'a pas une sensibilité de 100%. Dans certains cas, la culture fera mieux que votre gène expert. Alors, ce cas témoigne d'une sensibilité meilleure de la culture par rapport au test moléculaire. La culture reste vraiment le gold standard. Il y a des cas exceptionnels, mais qui restent possibles. Alors, je vous ai mis également des tests de tuberculose extrapulmonaire. Alors, 6e cas, c'est une jeune femme de 22 ans hospitalisée en médecine interne pour une suspicion d'une tuberculose ganglionnaire disséminée. La patiente présente depuis peu des troubles de conscience de type hallucination, TDM normal, bilan biologique sans particularité. Une PL est faite et un LCR nous a été adressé pour études cytobactériologiques et biochimiques. LCR trouble, cytologie positif à 180 leucos par millimètre cube. Alors l'équilibre leucocytaire, vous voyez que nous en tant que microbiologistes, quand on voit des PN altérés, non altérés, on a peur un petit peu de la bactérienne. Vous voyez qu'au début, ça peut être trompeur. La glycorachie par contre, elle était très effondrée à 0,08 avec une hyperprotéinorachie. On tente un gène expert qui revient positif, very low. Vous voyez ici, c'est très faible, mais c'est positif. Donc, même si le gène expert, la recommandation OMS, c'est surtout dans les tuberculoses pulmonaires, dans certains cas de tuberculose extrapulmonaire, ça vaut le coup de le faire. Alors, si vous avez un négatif, alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'un négatif n'exclut rien. Il ne faut pas répandre, si vous avez un test gène expert négatif, il ne faut pas dire, il ne faut pas exclure la tuberculose. Par contre, si vous avez un test positif, là oui, ça apporte beaucoup. Et c'est le cas ici. Donc, ça a permis aussi aux cliniciens de gagner à peu près 15 jours comparé à la culture liquide qui s'est positivée à J15. La bacilloscopie, sans surprise, était négative
Et vous voyez ici que le gène expert vous permet de gagner énormément de temps dans certaines formes de tuberculose extrapulmonaire possibacillaire. 7e cas, c'est un homme de 43 ans qui est admis aux urgences pneumologiques pour une suspicion de tuberculose disséminée, miliaire. TDM objectivant des micronodules diffus. Au vu d'une atteinte rénale à l'imagerie, des urines sont adressées pour recherche spécifique. En tente, on a eu là également présence de M. tuberculosis very low et la culture MGID s'est positivée à J13. Là aussi, ça nous a permis de gagner quelques jours. 8e cas, c'est un homme de 38 ans admis au service ORL pour exploration d'une adénopathie latérocervicale droite dans l'échographie a objectivé une nécrose avec trajet fistulisé jusqu'au niveau sous-cutané. Une origine, bien sûr, tuberculose est fortement suspectée. Une ponction, alors là, on essaie de sensibiliser les autres services à nous adresser systématiquement les prélèvements pour culture et en fonction du cas PCR. Donc la PCR, c'est vrai, dans les tuberculoses extrapulmonaires, on ne la fait pas systématiquement. Il faut vraiment qu'il y ait des arguments cliniques, on va dire, très forts. Mais la culture, on l'attend quand même. Et dans certains cas, ça nous permet de rattraper certains cas. Bacilloscopie, rien du tout. Le test gène expert démontre qu'il s'agissait bien de M. tuberculosis avec low. Et la culture s'est même positivée à J15. Donc, application supplémentaire dans les tuberculoses ganglionnaires extrapulmonaire. 9e cas, homme de 37 ans, admis en pneumo pour exploration d'un épanchement pleural de moyenne abondance. Antécédent, patient suivi pour psoriasis étendue, patient sous méthotrexate. Notion de comptage est rapportée. Une ponction pleurale est adressée au laboratoire pour une recherche spécifique de BK. Cytologie, 95% de lympho, assez nombreux de leuco. Et le test gène expert, ce positif médium. Alors ça, je vous dis, dans les liquides BNIM-SOUS, on reçoit énormément de liquides pleuraux et selon les cas, on a eu beaucoup de positifs. On a eu 9 cas positifs sur liquide pleural avec un gène expert. Donc, liquide pleural, principal prélèvement tenté en gène expert, MTBRIF, et on a vu que ça peut apporter. Alors, pour revenir aux avantages et aux limites, c'est une technique entièrement automatisée, donc indépendance aux performances du manipulateur, contrairement à d'autres techniques conventionnelle et excellente reproductibilité interlaboratoire. Donc, ça diminue le risque de biais interlaboratoire. Bien sûr, ça diminue le risque de contamination du personnel, donc biosécurité, risque d'aérosolisation moindre par rapport aux cultures et réduction des délais de réponse. Ça permet dans certains cas de gagner 4 semaines et jusqu'à 8 semaines avec le deuxième test, MTB-XDR, en particulier dans les formes possibacillaires où le diagnostic par culture serait difficile et dans les TB-MDR où il faudrait attendre 2 fois 28 jours pour avoir un antibiogramme. Technique rapide, combinant sensibilité, spécificité. On a de très rares faux négatifs, mais ça existe. Et les faux positifs, il faut vraiment manipuler d'une manière un petit peu anarchique. Alors, impact direct, alors ça c'est vraiment un test qui a un impact direct en santé publique. Détection plus précoce, alors comme l'avait dit tout à l'heure professeur Wardi, détection plus précoce des tuberculoses MDR, ça réduit les résistances primaires, ça diminue les transmissions communautaires et ça améliore le pronostic individuel. Les inconvénients, comme toute technique, ce n'est pas une technique qui n'a imparable, ça ne remplace pas la culture, vous l'avez vu à travers certains cas, qui reste le gold standard. Nous, on fait toujours les deux, toujours la culture est systématique pour tous les cas, sensibilité plus élevée qu'un expert MTBRIF ultra en absence de traitement. Attention, là aussi une limite très importante, c'est un test, et je le dis parce que parfois certains cliniciens font cette erreur, c'est un test qui n'est pas retenu pour le contrôle post-thérapeutique et les rechutes. Donc attention, quand vous avez un patient connu tuberculeux, ça ne sert à rien de refaire le test parce que vous aurez toujours de l'ADN de M. tuberculosis qui traîne. Donc détection d'ADN ne signifie pas bactérie vivante, persistance d'ADN possible. Attention aussi aux erreurs d'interprétation par les cliniciens. Un expert MTBRIF négatif, je vous l'ai dit tout à l'heure, n'exclut pas une tuberculose, surtout dans les TEP. Donc positif, ok, négatif, attendre une culture. Absence de détection des mutations de résistance, ce ne signifie pas la sensibilité. Alors si pour la rifampicine, ça marche très bien, pour les autres antibiotiques, attention, même si vous avez un test MTB-XDR qui ne détecte pas des mutations, ça ne veut pas dire sensible. Il faut attendre l'antibiogramme phénotypique qui reste incontournable. Attention aussi à la détection à l'état de trace, où nous aussi, on reste un petit peu perplexe dans certains cas. Alors, en conclusion, l'expert MTBRIF ultra
est un test pratique, rapide, sensible, spécifique, qui est recommandé par l'OMS comme un test initial dans le diagnostic des cas de tuberculose pulmonaire, montrant un plus-value par rapport au diagnostic, surtout dans les formes possipacillaires, dans les tuberculoses de l'enfant et dans les tuberculoses des patients vivant avec le VIH. La détection précoce de la résistance à la RIF est vraiment un plus. Ça permet de donner une réponse rapide et ça permet également de tester dans certains cas d'autres molécules en attendant les résultats de l'antibiogramme phénotypique. La généralisation des gènes experts dans les hôpitaux permet de transformer les résultats de ces antibiogrammes moléculaires plus accessibles comme indicateurs de surveillance des tuberculoses MDR, comme l'avait précisé tout à l'heure professeur Wardi, complémentaires aux données du LNR. Et je vous remercie. Merci, professeur Bachtarzi, pour ces cas cliniques très intéressants. Et merci de nous avoir rappelé que la culture reste le gold standard dans le diagnostic. Et merci de nous avoir rappelé donc, les différentes situations. Et j'ai un expert, il a sa place, oui, mais. Alors, maintenant, on va passer à la discussion. Compte tenu du temps, parce qu'il y a même des communicants qui sont passés maintenant, qui doivent communiquer cet après-midi à Tlemcen. Vous voyez, donc, c'est pas... Et donc, on va poser une question par orateur. Alors, on va commencer par la première intervention, celle du professeur Honouri sur la tuberculose ganglionnaire. Alors, l'approche de l'ORL, professeur Berrabah. Je m'excuse et je remercie le professeur d'avoir fait cette communication de tuberculose ganglionnaire parce qu'elle nous pose des problèmes. Nous, je dis pas pneumologue, tuberculologue, parce que nous recevons des malades qui viennent avec un ganglion et c'est l'ORL qui l'envoie. Une suspicion de tuberculose. Le tuberculologue le reçoit et la question que je me pose, ce n'est pas une tuberculose dure, donc, mais elle est fluctuante. Alors, on se pose la question. Tuberculose. Donc, on évacue tout de suite tout ce qui est malin et on est vers l'infection parce qu'on suspecte la suppuration. Est-ce que c'est tuberculose, donc ganglionnaire suppuré, ou là, une infection suppurée, un ganglion suppuré? Premièrement, donc, une fois que là, on trouve un ganglion fluctuant, on le touche. On est parti vers la ponction. Est-ce que dans la ponction diagnostique, sinon, qu'est-ce qu'on fait? On peut biopsier un abcès. Bon, maintenant, on passe au traitement. Comment ça se refait? En fonction, ça se refait. Donc, on suspecte quelque chose d'infection. Ou faut-il injecter des antibiotiques antituberculeux ou des antibiotiques non spécifiques? Voilà les deux problèmes. C'est un problème aussi bien diagnostique que thérapeutique. Il nous pose le problème pour les tuberculologues et je suppose que les pneumologues qui sont là ont la même idée que moi. Très bien. Professeur Honoré, peut-être vous voulez revenir. De toute façon, là, on est en situation où on parle d'une cellulite localisée. On ne parle pas d'un ganglion tuberculeux. On ne sait pas. Vous avez quelque chose d'infectieux sur un site. Ce sont les cellulites localisées. L'approche des cellulites localisées est autre. Nous, on préconise des fois le traitement, un traitement conventionnel anti-staph, des fois, ou bien on cherche une porte d'entrée d'infection. Chez les enfants, c'est des rhinopharyngites qui peuvent nous donner des cellulites. On donne un traitement. Il faut tenter un traitement classique d'une cellulite localisée. Le traitement au début, il est empirique, mais nous ne restons pas sur un traitement empirique. Il faut aller au-delà, faire des ponctions sur ce pu, l'envoyer en bactériaux, et là, on aura un deuxième raisonnement. C'est à eux, c'est à eux de chercher. Je ne peux pas dire qu'il y a du BK ou pas. Moi, je raisonne sur la base d'une cellulite localisée. Non, mais restons vigilants. Si ça n'évolue pas favorablement, on doit changer fusil de chasse. Là, je suis sur quelque chose d'infectieux cellulite localisée. Quand ça ne répond pas, je dois penser à une surinfection d'un problème déjà sur l'adénopathie qui est subaiguë ou bien chronique, qui est surinfectée. Je traite la surinfection. Si ça continue, je vais aller changer de raisonnement clinique. Tout simplement. L'approche de raisonnement clinique, elle va après nous donner plus d'arguments
pour traiter tuberculose, pour bien continuer un traitement et ça évolue favorablement. Je pense que le schéma, il est clair, il est classique. Merci à vous tous. On va passer à la deuxième communication, celle du professeur Moufok, qui a intervenu sur la tuberculose VIH. Alors, est-ce qu'il y a une question pour le professeur Moufok, s'il vous plaît? Oui. Micro, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un à... Vous vous présentez, parce que je n'arrive pas à vous voir d'ici, vous vous présentez. Je suis le docteur Bendoura Nejet, je suis médecin du travail. Je voudrais juste faire une remarque, on n'accorde pas assez de temps au débat lors des journées et c'est dommage. Et pour ma question, vous êtes passé rapidement parce que vous n'avez pas eu le temps nécessaire pour développer votre sujet. Vous avez parlé d'un syndrome de réaction immunitaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Merci. Vous remettez le micro au professeur. Sinon, vous prenez, il y a ici un. Merci pour la question. Alors, le syndrome de restauration immunitaire, c'est un syndrome qui est très fréquent chez les VIH, chez qui on commence un traitement antirétroviral. Et ces personnes-là, ils ont déjà une infection latente, sous-jacente. Par exemple, ils ont une tuberculose latente, ils ont une immunodépression. Dès qu'on commence un traitement, on fait un bilan, on ne trouve rien. Il y a des cas négatifs, la radio pulmonaire est normale, presque on a éliminé la tuberculose, mais elle est latente. Donc là, quand on donne un traitement antirétroviral, la charge virale va diminuer et puis il y a une augmentation rapide des taux de CD4. Et quand il y a une augmentation immunitaire, automatiquement, il va y avoir une réactivation de l'infection qui était cachée. Donc il fera des symptômes de tuberculose, mais gravissimes. De la fièvre, atteinte pulmonaire, une dyspnée, peut-être une méningoencéphalite tuberculeuse, etc. La même chose pour la toxoplasmose. Donc s'il a des kystes de toxoplasme, dès qu'il améliore l'immunité, il y a les kystes de toxoplasme qui vont se réactiver. Et là, le malade, il viendra quelques jours après, ça peut aller jusqu'à 3 mois, il peut venir avec un tableau d'abcès cérébral. C'est une toxoplasmose cérébrale. Donc ce qu'on appelle le syndrome de restauration immunitaire. Pour l'éviter, il faut d'abord bien fouiller le patient. Il faut dépister toutes les infections sous-jacentes, la toxoplasmose, la tuberculose, la cryptococcose, l'infection ACMV, plein de pathologies opportunistes qui peuvent survenir après la mise en route d'un traitement antirétroviral. Alors, dès que le maladie fait ça, là, prendre en charge, il faut l'hospitaliser, chercher déjà pour faire le diagnostic du syndrome, et puis il ne faut pas arrêter le traitement. Si on avait déjà commencé un traitement antirétroviral, il ne faut pas l'arrêter. Si on a commencé un traitement tuberculose, il ne faut pas l'arrêter du tout, automatiquement. Parce que ça donne un syndrome inflammatoire important, la fièvre importante, il y a un bilan inflammatoire très important, des douleurs, peut-être un coma, voilà, des signes importants. Donc en plus du traitement, on doit donner des corticoïdes et suivre le malade. Mais c'est un syndrome qui est très fréquent chez les malades VIH et on le surveille de très près. Voilà. Merci pour la question. Merci pour ces précisions. Monsieur, vous voulez apporter des précisions? Par rapport à ces malades VIH tuberculose, ils sont réellement, la stigmatisation, ils sont errants. Sincèrement, c'est un problème qu'on souffre, pas nous. Il y a une certaine résistance des médecins anesthésistes pour faire endormir ces malades, sincèrement. C'est juste un petit commentaire, Agda. On pourra en débattre. Même sur le terrain, non. J'ai pas mal de malades, je reçois de mon ami Yousfi, il veut ça, mais est-ce que je peux forcer un médecin ou bien un AMA pour endormir un malade? Moi, si je prends le risque, je suis chirurgien, est-ce que la loi me permet de lui dire voilà, est-ce que, sincèrement, c'est un secna, sincèrement. Merci beaucoup. Merci pour cette remarque pertinente. Oui, je pense qu'on peut forcer. Il est sujet à une sanction. La loi est claire. Il y a une décision ministérielle, mais il y a la loi. Donc, contre la stigmatisation. Malheureusement, je pense que ce qu'il faut dire maintenant, c'est qu'on n'applique pas les mesures, les précautions universelles. On ne connaît peut-être pas. Il y a la peur derrière. Et moi, je ne dirais pas qu'il faut sanctionner. Je dirais qu'il faut plutôt sensibiliser et faire connaître les choses et respecter les précautions universelles. Parce que c'est quand même contribuer au décès de quelqu'un,
ni عند ربي ni عند العبد. Il faut le dire comme ça, honnêtement. Dans la sensibilisation, mais les rassurer, c'est pas évident. On est dans la sensibilisation. قال يقدر يكون وليدك، يقدر يكون خوك، يقدر يكون ma famille تاعك. Mais quels sont les moyens de rassurer ce personnel de la santé par rapport à un geste qui se fait dans une population assez spécifique. Point. Je m'arrête à ça. Oui, oui, oui. Et là, on n'exige pas de faire le test, et à ce moment-là, la personne, elle peut être contaminée. Je pense qu'il y a un travail de fond à faire. Donc, l'application effectivement des textes réglementaires, mais c'est surtout de sensibiliser davantage le personnel de santé pour pouvoir et aussi mettre à disposition tous les moyens et respecter les précautions universelles. C'est comme ça qu'on pourra y arriver, Inch'Allah. Merci. Merci pour ces précisions, Madame Hamadi. Avant de continuer dans le débat, je voulais continuer dans le même sens de la question et de la réponse de Madame Moufok au sujet de cette réponse immunitaire. Comme pédiatre que je suis de formation, j'aurais aimé participer à cette journée par une conférence, par des particularités pour l'enfant. On sait très bien que c'est 10% de toutes les tuberculoses et qu'elle est possibacillaire. Et c'est les formes extrapulmonaires qui sont plus diagnostiquées chez les petits que, fort heureusement, que les formes pulmonaires et que ça atteint les enfants entre 10 et 14 ans. Mais ce que je voulais apporter comme précision, faites attention aux formes à multiples localisations ou résistantes. Nous, on a une particularité en pédiatrie. Il faut maintenant savoir rechercher un terrain de déficit immunitaire primitif. On recherche devant une tuberculose multirésistance. Vous avez parlé du couple infernal VIH-tuberculose. Nous, en pédiatrie, tout enfant qui va faire une tuberculose résistante, une tuberculose qui rechute, une tuberculose à multiples localisations, on explore l'immunité et il y a parmi les déficits immunitaires primitifs un déficit qui s'appelle la sensibilité mendélienne au Mycobacterium tuberculosis. Le bilan est spécifique, il se fait à Bnimsous, je ne pense pas à Oran. On a beaucoup travaillé quand j'étais à Alger avec M. Gigi, qui est le laboratoire qui a beaucoup de vos collègues à Bnimsous. Il faudrait déjà y penser. Envoyer au service référent, nous on s'occupe des déficits immunitaires primitifs et on est un service qui s'occupe aussi des tuberculoses de l'enfant. Et quand on cherche, on trouve. Donc, et c'est des enfants qui vont relever d'une autre thérapeutique, des antituberculeux, mais une autre thérapeutique spécifique. Voilà, ça m'a permis d'apporter des précisions pour la population pédiatrique et de vous sensibiliser. Aussi, dernier mot, en vous disant que l'IDR à la tuberculine a été repris à l'OHS Canastel. Il était à l'arrêt depuis 2 ans. On l'a repris. Donc, n'hésitez pas, quand vous avez une suspicion, d'orienter les enfants. Ils vont prendre rendez-vous et on va s'occuper de leur faire cette exploration. Donc, Monsieur Wardi, est-ce qu'il y a des questions pour le professeur Wardi Oui, monsieur. Oui, merci. Aujourd'hui, donc, c'est la journée mondiale de la tuberculose. On nous a appris beaucoup de choses. Il y a des avancées, des découvertes, des nouveautés. Vous nous avez parlé donc du traitement de la résistance par schéma court de 6 mois. C'est extraordinaire. Ça permet aux malades d'adhérer donc à son traitement avec les nouvelles molécules. Moi, je voudrais vous poser une question. Qu'en est-il? Il y a d'autres découvertes, d'autres recherches sur la vaccination. On parle de la vaccination. Plusieurs recherches qui se font. Cette vaccination, l'objectif, c'est d'empêcher que la tuberculose latente évolue chez l'adulte à la tuberculose active. Est-ce que tu peux nous donner quelques informations sur ça? Merci. Alors, merci pour la question. J'avais montré une diapositive où il était question des perspectives et des innovations. Et dans l'une des diapositives, il y a les nouveaux vaccins, mais ils sont en phase 2. C'est-à-dire que nous ne les avons pas encore. Mais c'est très prometteur. C'est-à-dire qu'il y a des vaccins qui sont en développement. Et ces vaccins, dans les laboratoires, ils ont donné de bons résultats. Mais il n'y a pas encore de vaccin phase 3, donc on ne sait pas vraiment la réalité de la chose. On attend, il y a de nouvelles molécules, il y a de nouveaux vaccins.
Il y a beaucoup d'espoir dans la lutte contre la tuberculose et aussi dans la lutte contre la tuberculose multirésistante. Nous l'avons vu avec ces nouveaux schémas. Moi, je suis très heureux parce que j'ai passé 15 ans de ma vie à faire de la tuberculose multirésistante quand j'étais au CHU. Et c'était déplorable. C'était des malades qu'on voyait dépérir, qu'on voyait mourir, des effets secondaires, mais d'une atrocité très, 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 très dure. Des gens qui perdaient l'audition, d'autres. Mais c'était vraiment terrible avec ces schémas de 18 à 24 mois avec les injectables. Alors maintenant que nous avons ces schémas de 6 mois, avec 5 comprimés par jour, avec un taux de succès de 89%, j'allais dire, on peut crier Eureka, et c'est très bien. Et donc, c'est en marche. Il y a de nouveaux médicaments, il y a un nouvel élan, il y a de nouveaux espoirs. Et on espère, je ne sais pas si Mme Hamadi peut nous confirmer, je ne sais pas quand est-ce que nous aurons, ou est-ce que nous avons ces schémas de 6 mois, je ne sais pas encore, nous les avons, et donc c'est déjà très bien. Donc, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Maintenant, il faut faire attention à ces médicaments très précieux. Parce que si nous perdons la bédaquiline, parce que c'est la bédaquiline qui est le médicament, la cheville du traitement court BEPAL et BEPAL. Donc, il faudrait faire très, très attention. C'est pour cela que j'ai parlé tout à l'heure d'un comité qui puisse valider les traitements et de centres de référence qui puissent suivre le traitement jusqu'à la fin. C'est des traitements de 6 mois. Donc, normalement, l'observance, on peut l'avoir en 6 mois. Ce n'est pas comme des traitements de 24 mois avec 2. Donc, il faut faire très, très attention. Ça va révolutionner la prise en charge de la tuberculose, je l'espère, en tout cas. Et puis aussi, c'est une promesse que nous avons eue aussi du ministère et de Mme Hamadi, c'est que nous aurons bientôt le jeune expert. Et ça aussi, c'est une avancée majeure dans le diagnostic rapide de la tuberculose. Le gène expert ultra. Vous savez que la sensibilité, elle est de 94%, la spécificité, elle est de 98%. Donc, c'est vraiment formidable. Notre ami Bashtarzi l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas oublier la culture sur milieu liquide ou milieu solide qui est le gold standard, parce que les 6%, il ne faudrait pas les perdre aussi. Donc, toujours confirmé derrière par une culture et un antibiogramme classique. Voilà. Merci, monsieur. Vous voulez intervenir? Non, il faut d'abord rappeler à professeur Wardi qu'elle a fait une magnifique thèse sur la tuberculose résistante et c'est par ce chemin qu'il est arrivé à cette communication que nous avons tous appréciée. Maintenant, dans le même sens que disait tout à l'heure Salah Lelou, de la tuberculose latente, effectivement, c'est l'émergence, c'est elle qui produit les tuberculoses extrapulmonaires. Mais dans toutes les communications, on a vu un petit peu l'ampleur et l'évolution des tuberculoses BK positives, BK négatives, mais on n'a pas l'ampleur et l'évolution de la tuberculose latente. Est-ce qu'on a fait des enquêtes pour la dépister, Ça, c'est ce que à l'EHU, vous en avez fait une enquête là pour voir un peu l'ampleur de la tuberculose latente. Et deuxième question, je suis content qu'il y ait ce traitement parce que je pensais qu'il y avait peu de traitements qui soient efficaces un petit peu, mais maintenant il y a de nouvelles drogues. Je remercie Madame Hamadi de nous avoir dit qu'il y a les traitements qui existent, mais est-ce qu'aussi à l'EHU, elles existent? Les traitements, vous avez maintenant la possibilité de faire le dépistage et de diagnostiquer les tuberculoses multirésistantes. Est-ce que vous pouvez les traiter quand vous avez des multirésistantes X? Merci. Donc, pour la tuberculose latente, vous savez que le quantiferon, nous, on utilise le quantiferon, oui, beaucoup, de plus en plus, mais c'est surtout pour les traitements, pour les malades qui sont candidats à un traitement anti-TNF. C'est-à-dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'utilise pas le quantiferon de manière large, démocratisée, etc. Ça reste quand même un examen qui n'est pas très accessible, je le précise, qui est assez cher aussi. Et donc, on le fait juste et surtout pour les malades qui sont candidats à un traitement anti-TNF-alpha, parce que là, c'est obligatoire. Un malade candidat à un traitement anti-TNF-alpha, si le quantiferon est positif, c'est une chimioprophylaxie à RH pendant 3 mois et c'est obligatoire.
Donc, voilà. Et pour les enquêtes, c'est pour cela que j'avais dit tout à l'heure aussi, et que j'ai insisté à ce qu'on commence à faire des enquêtes nationales avec des échantillons qui soient représentatifs pour avoir de vrais chiffres. De vrais chiffres sur la résistance primaire. C'est important, parce que c'est la résistance primaire qui est le témoin de notre efficacité. D'accord? Et donc, il faudrait se remettre à faire ces grandes enquêtes à l'échelle nationale avec des échantillons qui soient vraiment représentatifs. Maintenant, vous savez que le HU, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas vraiment vocation dans la lutte dans la tuberculose multirésistante. C'est plutôt le CHU. Vous vous rappelez, j'étais votre élève, professeur Berrabah, et on a initié cette unité de lutte contre la tuberculose multirésistante. J'ai travaillé depuis 2004 jusqu'à 2017, jusqu'à votre départ de la chefferie. Donc, j'étais responsable de ça. Et donc, c'est resté au niveau du CHU. Je ne sais pas, sincèrement, moi, je suis sincère avec vous. Qu'est-ce que ça devient, je ne sais pas, actuellement. Parce que, bon, je ne sais pas, les choses ont changé, les pratiques ont changé, je ne sais pas. Mais, merci. Voilà. Merci, M. Wardi. On conclut avec la dernière présentation du professeur Bachtalzi. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Oui, M. Honoré. Merci, professeur Bachtalzi. Quelles sont certaines fautes que commet le médecin quand vous vous adressez pour un jeune expert? Évitez ces choses-là. Recommandations pour nous pour être sur un bon diagnostic, surtout dans certaines formes où nous avons un exemple d'un larynx sale où je dois suspecter une tuberculose. Comment dois-je faire? Quelles sont les précautions pour au moins optimiser l'examen? Merci pour votre question. La première partie de la question était générale par rapport à un médecin, pas par rapport à un ORL. Alors, par rapport à, c'est vrai qu'on nous fait plus du forcing dans les tuberculoses extrapulmonaires que dans les tuberculoses pulmonaires. Or, la sensibilité du gène expert baisse considérablement dans les tuberculoses extrapulmonaires. C'est-à-dire que vraiment, quand il y a un tableau patent où le gène expert, en fait, il faut garder à l'esprit qu'un gène expert négatif n'exclut rien en tuberculose extrapulmonaire. C'est vraiment le message que je voudrais faire passer aujourd'hui. Donc, il a un intérêt certain dans la tuberculose pulmonaire, mais dans les extrapulmonaires, un positif, ça apporte, un négatif n'exclut rien. Donc, c'est vraiment l'information à garder. Maintenant, par rapport à votre erreur commise, c'est par rapport, certains cliniciens pensent que ça reste un test qui a une valeur dans le contrôle post-thérapeutique. Aucune valeur. Oui. Donc, même positif, attention, c'est des ADN, c'est de l'ADN, c'est pas une bactérie vivante. Donc, ça ne veut rien dire. Un positif ne doit pas vous alerter. Et par rapport à l'ORL, et d'ailleurs, on en a parlé hier, moi, je sensibiliserai toutes les spécialités à lancer des prélèvements, même en excès, en culture. C'est-à-dire que les cas positifs que vous aurez vous permettront de poser un diagnostic. Et certains ont tendance à envoyer beaucoup plus en anapathe au détriment de la bactério. La bactério n'est pas systématique. Moi, je dis qu'il faut le faire systématiquement, aussi bien en anapathe qu'en bactério. Et là où ça prend, vous aurez un diagnostic. Merci pour ces précisions. Juste une dernière petite question, c'est l'avantage d'être modératrice. Quelle est votre expérience du gène expert chez l'enfant? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a des spécificités? Alors, c'est vrai qu'au niveau de BLIMSOUS, vous savez, on a laboratoire central adulte et laboratoire mère et enfant. Oui. Mais le laboratoire mère et enfant ne réalise pas la tuberculose, donc tous les prélèvements du CHU BLIMSOUS atterrissent au niveau de notre laboratoire. Et on a eu dans certains, le gène expert marche aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant. Il n'y a pas de différence. Donc, quand vous avez, bon, étant donné que dans l'enfant, il y a beaucoup plus d'extrapulmonaires, c'est-à-dire que c'est un biais au départ. Vous n'avez pas beaucoup de pulmonaires chez l'enfant. Mais dans les extrapulmonaires, on a eu d'exceptionnels cas où le gène expert était positif, ça apporte. Quand c'est négatif, on attend la culture. Voilà, merci. Merci tout le monde. Donc, on a bien appris avec cette excellente journée. On va maintenant passer à la clôture. Donc, je pense que c'est M. le DSP, M. Kassi et le Dr Hamadi qui vont donc procéder à la clôture de la journée. M. le DSP. Avant de donner la parole à Monsieur le DSP pour clôturer, je voudrais tout d'abord remercier nos communicants pour la qualité de leur communication, leur présentation. On a beaucoup appris aujourd'hui, beaucoup de belles choses.
en vue et qui nous aident à arriver à atteindre les objectifs assignés. Je voudrais aussi remercier mes maîtres pour la qualité de la modération. Nous avons quand même une journée assez riche, mais en peu de temps, on a pu faire passer beaucoup de communication. Je voudrais réagir à ma collègue de médecine de travail qui a dit que c'est dommage qu'on n'a pas eu assez de temps de communication, mais je vais vous dire, c'est une journée de débat. Je voudrais vous dire une chose, c'est une journée mondiale qui se veut une journée d'information et de sensibilisation. C'est vrai, en une journée, on ne peut pas tout faire. On a fait le choix de faire passer quelques messages qui nous semblaient importants. C'est beaucoup plus de parler de la ganglionnaire qui nous pose un problème, raison pour laquelle je remercie professeur Hunou qui est venu de Blida pour nous en parler. Le diagnostic et les recommandations de l'OMS, professeur Bashtarzi qui est venu nous parler. La résistance, parce que beaucoup de gens parlent de résistance, même si, il faut le dire, qu'on n'a pas beaucoup de cas. Vraiment, on n'a pas beaucoup de cas. Mais seulement, est-ce qu'on est en train de faire vraiment le diagnostic? Vous savez, j'ai envie de rappeler un cas qui est dans le diagnostic, on est passé à côté du diagnostic. Une jeune fille qui a compliqué, qui est décédée à l'âge de 18 ans, à Alger. Donc ça, c'est triste, quoi. C'est de rappeler aujourd'hui que nous avons la tuberculose, elle est toujours là. On ne va pas dire, comme disait professeur Montfort, le stigma. On a rappelé le stigma. On dit toujours, oui, ça vient, ce sont les migrants. Non, la tuberculose, elle est algérienne, elle est là, la transmission se fait. On ne fait pas assez d'enquête autour du cas. Tout à l'heure, il y avait professeur Mohamdi, docteur Mohamdi, qui disait, oui, il y a une résistance. Non, c'est un problème de santé publique. Je suis désolée. Si on a un cas, on est tenu de faire une enquête autour du cas. Pourquoi? Pour protéger nos concitoyens, pour protéger la population. Et si on va parler, on prend le temps d'informer, de sensibiliser, de dire je ne fais pas le diagnostic pour rien, c'est parce que c'est pour vous protéger. Je ne pense pas que quelqu'un, donc il va accepter. Mais je voudrais aussi, pourquoi on a choisi, j'ai demandé au professeur Montfort, que je remercie pour la qualité de sa présentation, ils pourront parler de la co-infection. Souvent, lors des journées, on parle de la tuberculose pulmonaire, de l'extra-pulmonaire, mais on passe à côté des co-infections et qu'on est tenu de suivre et d'avoir j'allais dire, la situation, de prendre conscience qu'il y a une situation. Et surtout, c'est l'occasion aussi d'en parler aussi bien de stigma que de la prise en charge. Comment faire? Là, c'était important pour nous de rappeler, et bien sûr pour faire la promotion du programme et de remercier tout ce que vous êtes et toutes les personnes qui sont derrière en visio et que je remercie parce qu'ils sont restés. C'est vrai que c'est plus pratique d'être là parce qu'on peut échanger et tout, mais il y a des personnes qui sont derrière leur ordinateur et qui sont restées jusqu'à présent. Et ça, c'est pour l'intérêt qu'ils donnent à cette pathologie et qu'on a envie ensemble d'en finir avec la tuberculose, que j'espère vraiment qu'on va en finir. Je voudrais remercier nos partenaires, monsieur le DSP, qui nous ont permis de se retrouver aujourd'hui, d'organiser une belle rencontre aujourd'hui. Je voudrais remercier la représentante de IMD, Biogalinique et Sofal, qui nous ont appuyés. Ce sont nos partenaires, mais qui sont engagés dans la santé publique. Ça, c'est juste pour répondre, vraiment de dire qu'on est tous ensemble engagés de la tuberculose. Et pour la cerise, la dernière, je la laisse pour monsieur le DSP, que je l'ai appelé à la dernière minute pour lui dire on va organiser la journée chez vous. Il nous a reçus à bras ouverts. Je le remercie infiniment, lui et son équipe. Merci à vous tous. Merci, Dr Hamadi. Je remercie tout le monde d'avoir accepté notre invitation et on vous souhaite
Donc, un séjour agréable à Oran, à Bahia. Donc, en clôture des travaux de cette journée, organisée à l'occasion de la Journée mondiale de la tuberculose, il convient de saluer la richesse des échanges et la qualité contributive